Tears of the Kingdom. Comme son prédécesseur, Breath of the Wild, c'est un jeu open world qui nous laisse la possibilité d'aller nous confronter au boss final dès la sortie du tutoriel. Et comme sur Breath of the Wild, c'est censé être infiniment dur et même presque impossible. Sauf que aujourd'hui, on va parler de speedrun et de speedrunner. Et comment vous dire que, a priori, pour les speedrunners, pas grand chose est impossible. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo sur le speedrun 80% de Tears of the Kingdom. Pour ceux qui ne le savent pas, 80%, c'est simplement terminer le jeu, peu importe le moyen employé. Le but, c'est de commencer une partie et d'atteindre l'écran de fin le plus rapidement possible. Cependant, il y a quelque chose de taille à prendre en compte en speedrun sur Tears of the Kingdom. Et cette chose, c'est les patchs. Et oui, il y a eu tellement de glitches qui ont été trouvés très rapidement après la sortie du jeu que Nintendo a eu le temps de patcher ces glitches. Et le problème avec ça, c'est qu'une run en, par exemple, dernière version du jeu ne ressemblera pas du tout à celle de la première version du jeu et sera, par exemple, dans notre cas ici, beaucoup plus lente. C'est pour ça que sur speedrun.com, il y a les pré 1.2.1 qui est aujourd'hui la dernière version du jeu. Et ça, en gros, c'est toutes les versions antérieures à la 1.2.1. Et il y a la last test, la 1.2.1, qui est la dernière version du jeu disponible. En gros, c'est celle que vous aurez si vous mettez à jour votre jeu ou si vous téléchargez le jeu aujourd'hui. Et il y a juste à regarder les records du monde pour voir une énorme différence. Ça n'a rien à voir. Et aujourd'hui, on va revenir sur une catégorie qui a pendant un petit moment été current patch et qui a surtout été le current patch, selon moi, le plus incroyable. Donc à présent, laissez-moi vous embarquer dans l'incroyable speedrun 1.2.0 80% de Tears of the Kingdom. Comme on l'a dit précédemment, le speedrun de TOTK est très particulier à cause de ses nombreux patchs. Cependant, certains patchs ont permis des runs encore plus spectaculaires que les précédentes versions. Et c'est exactement ce qu'on va voir avec la version 1.2.0. Même si aujourd'hui elle n'apporte plus grand chose par rapport à la 1.0.0, à l'époque où c'était encore la dernière version du jeu, je vous assure que c'était vraiment incroyable. Et c'est pour ça qu'on pouvait voir des runners en 1.0 passer en 1.2.0. Bref, on va pas patienter plus que ça, et on va donc directement regarder la première run filmée de Tears of the Kingdom en 1.2.0. Cette run sort le jour de la sortie du patch 1.2.0 de Tears of the Kingdom. Bon, comme je vous l'ai dit, la 1.2.0 c'est un des patchs les plus inefficaces juste en termes de patch pour les speedrunners. Car il y a énormément de glitch disponibles en 1.2.0. Et c'est pour ça que dès la première run, il utilisera beaucoup de glitch. Cependant, le joueur qui a réalisé cette run, Flamefire, ce n'est pas forcément, ou en tout cas à l'époque ce n'était pas forcément le joueur le plus expérimenté sur le jeu. Et donc, dans son record du monde, il a commis énormément de fails. Ce qui a donc conduit à de nombreux reloads et même à quelques game over. C'est pour ça que le temps final n'est que de 1h44. Ça peut paraître bien pour une première run dans la catégorie, mais en fait, cette route a un potentiel bien meilleur. Et c'est pour ça que très peu de temps après, le joueur Roulander va sauver près de 40 minutes sur la run. Donc il avait une bien meilleure exécution et il a également une bien meilleure régularité. Après il faut savoir que Roulander il vient de la version 1.1.2 qui était donc la version antérieure à la 1.2.0 et en gros même si les glitches ne sont pas les mêmes, la route elle c'est quasiment la même, donc il avait déjà une bien meilleure expérience que Flamefire, ce qui lui permet d'être bien meilleur sur la run et c'est normal. Mais sa run est bien mieux exécutée, il y a beaucoup moins d'erreurs. Et là, je vous propose de revenir un petit peu plus en détail sur la route qui est utilisée, car au final on n'en a jamais parlé. Donc il faut savoir que pour le GSI, il existait deux routes. À ce moment-là surtout, car maintenant il y en a une qui a quasiment disparu. Mais les deux routes donc étaient d'un côté Early Wings et de l'autre Red Bull. Donc je l'avais brièvement expliqué dans un short il y a de ça très longtemps. Mais en gros, la route Red Bull, elle est plus simple, mais perd un petit peu plus de temps que la route Early Wings si la route Early Wings est bien exécutée. En gros, d'un côté on a une run dure, mais elle peut être plus rapide si elle est bien faite, et si elle est mal faite, ça devient même plus rentable par rapport à la route Red Bull. En gros, le time save, c'est que en Early Wings, on sort ici grâce à un cog skip skip ou un cog skip pour aller chercher ce coffre. Bon, en gros, le cog skip, c'est quand on se sert de ses roues pour passer avec des petites techniques, et le cog skip skip, c'est quand on passe par cette ruine pour taper un saut comme ceci
et atteindre la porte. Dans les deux cas, ça permet d'aller chercher ce coffre de planeur. Et il va être extrêmement utile car il va nous permettre de pouvoir aller au temple du temps sans avoir à y aller à pied. On va y aller directement avec un planeur, ce qui est beaucoup plus rapide. Mais le plus gros time save de la route Early Wings, il se passe juste après. En fait, il faut savoir que quand on tombe du GSI et qu'on n'a pas fini le GSI, eh bien on n'est pas censé avoir accès au reste d'Hyrule. Donc le jeu ne va pas nous faire mourir avec un game over, mais il va simplement nous faire respawn au dernier endroit où Link a touché le sol, car c'est en théorie l'endroit d'où Link est tombé, en lui enlevant un cœur. Sauf que la douille avec la route Early Wing, eh bien c'est que quand on fait avec un planeur, eh bien quand on va examiner le temple du temps, qui est beaucoup plus bas que la première île de on part, eh bien si on positionne très bien notre planeur, eh bien on va pouvoir d'abord examiner la porte du temple du temps sans avoir à descendre de notre planeur, et ensuite quand il va être replacé juste après la cinématique, si on s'est très bien positionné, eh bien Link va être replacé sur le planeur. Donc faut savoir que si vous placez mal votre premier planeur, vous pouvez backup en y posant un deuxième. Le truc c'est que après, une fois que le joueur retrouve le contrôle de Link, eh bien il va faire exprès de tomber dans cette zone où il n'a pas accès, sans toucher le sol, donc avec un coup d'épée ou un shield surf, et ça va tout simplement lui permettre de respawn juste ici, donc au dernier endroit où il a touché le sol. Et après il a beaucoup plus de hauteur, donc il peut repartir directement avec un autre planeur pour aller dans cette grotte, récupérer des bombes et ensuite passer à Ascend. Et donc en Early Wing, eh bien on fait ça. Faut savoir que, même si ça paraît assez facile, la technique pour sortir plus tôt de la chambre de l'éveil, ou alors quand on court et qu'on pose un planeur pour ne pas tomber, c'est quand même plus dur que ça en a l'air. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de fails là-dessus, surtout chez les débutants. Alors que la route Red Bull, elle, c'est beaucoup plus simple, mais plus lent, c'est la route Early Wing est bien exécutée. Car on sort normalement, donc jusqu'ici c'est très simple, et qu'on va normalement au temple du temps, puis jusqu'à Ascend. Donc en gros on fait tout à pied, et ça perd pas mal de temps. Voilà la différence entre Early Wing et Red Bull. Donc voilà, petite parenthèse fermée, mais vous allez voir qu'on aura besoin de savoir ça pour la suite de la vidéo. Bref, du coup revenons-en à Roulander. Donc lui il va utiliser la route Early Wing. Donc il va sortir prématurément de la chambre de l'éveil, il va récupérer ce coffre de planeur. Là il va les dupliquer jusqu'à en avoir 14. Ensuite direction le temple du temps, puis cette grotte dans laquelle il récupère des bombes qui seront très utiles. Ensuite il va faire les sanctuaires Ascend, puis Fuse, puis Ultra End. Bon là j'ai pas trop détaillé parce qu'il y va directement juste en utilisant un planeur. Ensuite, direction le temple du temps, puis on se téléporte jusqu'à Recall, et enfin on peut venir terminer le GSI. Donc ça c'est la route Early Wing. Ensuite, il se retéléporte sans attendre jusqu'à Ascend, où il va activer l'Arrow Smuggle sur un like. Donc vous verrez c'est un glitch qui sera très utile par la suite. Après ça, il va à l'aide d'un planeur encore une fois rejoindre ce puits. C'est là qu'il va dupliquer le rubis pris au GSI. Ensuite, il va pouvoir descendre jusqu'à l'armée à l'aide d'un clip et d'un passage out of bounds, ce qui lui fait skipper toute la descente. Ensuite il va dégommer l'armée à l'aide de tous les rubis qu'il a dupliqués. Il va se stuff grâce au drop que laissent les monstres à l'armée. Il va pouvoir démonter Ganon et enfin s'attaquer au dragon. Bon, là globalement on a fait le tour de la rue. Mais juste avant de repartir sur nos WR, je vous propose de revenir quelques secondes sur l'Arrow Smuggle, car c'est un glitch primordial. Il faut savoir que en 1.2.0, quand vous laissez poser un arc au sol comme ceci et qu'il y a un like qui vous mange, si vous prenez l'arc au bon moment, eh bien ça va faire bugger le jeu et quand le like va vous recracher, le jeu ne vous affichera aucun arc. Alors que pourtant c'est comme si vous en aviez un. Et ça va vous permettre de pouvoir utiliser des petites techniques comme par exemple l'Infinity Height qui permet en gros de faire des sauts à l'infini. C'est un trick dont on se sert pour clip pour passer out of bounds pour rejoindre l'armée ou alors pour skip tous les boss. Donc quand on fait les deux clips dans la barrière c'est des Infinity Height encore. Mais l'Arrow Smuggle ne s'arrête pas là. Il lui permet également de réaliser des fall damage cancel. Ce qui va être bien évidemment extrêmement utile car l'armée étant très bas, si on fait pas de fall damage cancel, on a plusieurs chances de mourir. Donc même si j'ai dit que Roulander avait une bien meilleure run que Flamefire, elle n'est pour autant pas parfaite du tout et elle contient déjà plusieurs fails. Il a raté quelques wings sur son GSI ou encore son 2-cycle sur le dragon. Quand on face Demon Dragon, on n'a pas de paravol. Et le problème avec ça, c'est que du coup on a une mobilité très réduite dans les airs. Car bon oui, il y a la chute contrôlée, mais ça fait pas tout. Et donc il existe des chorégraphies qui ont été trouvées par les speedrunners à suivre à la lettre pour perdre le moins de temps possible justement sur ce dragon. En gros, on se repère avec la minimap, avec les coordonnées et avec les directions, genre sud, est, ouest, etc.
Et il faut savoir qu'il en existe plusieurs, le 4 cycles, 3 cycles et 2 cycles. Pour faire simple, plus il y a de cycles, plus c'est simple, mais plus c'est lent. Rollander lui a tenté un 2 cycles, sauf qu'il a raté. Donc ça constitue une énorme perte de temps parce que s'il rate sa chorégraphie à cet endroit-là, eh bien il y a un peu tout qui est foiré. Donc il ne peut pas continuer son dragon comme si de rien n'était. C'est pour ça qu'il est obligé de backup et que c'est un petit peu hasardeux. Et donc ça lui a également fait perdre pas mal de temps sur son dragon. Et vous allez voir que même si Rollander est parvenu à sauver plus de 40 minutes sur le temps de Flamefire, ce n'était encore que les prémices de la 1.2.0. Car dès le lendemain, c'est au tour de Échec et Dame, un runner français tout droit sorti de la 1.1.2, de venir prendre le record du monde en last test avec un temps de 1 heure, 1 minute et 10 secondes. Lui sur le GSI, il utilise la route Red Bull, soit la route un peu plus lente mais aussi un peu plus simple comme on l'a dit précédemment. Donc voilà, sur son GSI on va pouvoir noter quelques petites optimisations, comme celle que je trouve personnellement très ingénieuse où il amalgame une flèche et une bombe pour propulser le coffre jusqu'à lui. Cependant il va finir le GSI bien après Rollander car il duplique ses rubis au temple du temps. Donc c'est pour ça qu'au final il finit le GSI après Rollander, mais il finit par le rattraper car lui il n'a pas la duplication à faire une fois qu'il arrive au puits, et surtout il a des amiibo. Donc j'en ai pas parlé jusqu'ici, mais il est possible d'utiliser des amiibo comme sur Breath of the Wild et d'autres jeux Nintendo. Et donc lui il s'en sert pour récupérer des poissons de type lame. Donc ce sont des poissons qui lui serviront à concocter une petite potion de force et l'utiliser contre Ganon. Donc ça aura plusieurs effets, et notamment qu'il a besoin de beaucoup moins de coups pour tuer Ganon, car comme plus de dégâts sont mis à Ganon à chaque coup, il a besoin de moins de coups pour le terminer. Et petit bonus, il n'a besoin de récupérer que 2 lances au lieu de 3 pour battre Ganon, car qui dit moins de coups dit aussi la durabilité moins abîmée, et donc les armes se cassent moins vite. Bref, avec tout ça, il prend le record du monde malgré un fail à l'activation de l'Arrow Smuggle au Light Lake. Mais bon, cette run, elle reste quand même assez peu optimisée par rapport à ce qui nous attend par la suite. Car il utilise des stratégies pas forcément les plus rapides, mais aussi car il a quelques fails dans sa run. Et c'est pour ça que c'est dès le lendemain, le 8 juillet 2023, que le premier sub 1 heure tombe. Et il a été réalisé par un autre joueur français, lui aussi venu de la 1.1.2, il s'agit de Roms ABT. Donc Roms, sur sa run, il va faire la route Early Wings, mais malgré ça il va perdre du temps, car comme je l'ai énoncé précédemment, s'il y a des fails, la route Early Wings en devient plus lente. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici, car on peut voir qu'il a par exemple fail ici cette wing, ou encore l'activation de l'Arrow Smuggle. Car oui d'ailleurs je l'ai pas précisé, mais lui il active l'Arrow Smuggle avant de terminer le GSI. Malgré tout, il a sauvé pas mal de temps grâce à une meilleure exécution et quelques strats plus fast, notamment le 3 cycles. Donc voilà, tout à l'heure je vous ai parlé du 4 cycles, 3 cycles, 2 cycles. J'avais dit que Rollander faisait un 2 cycles, et Échec et Dame lui dans sa run a fait un 4 cycles, donc c'est la strat la plus safe. D'ailleurs il l'a réussi à la perfection, ce qui fait qu'au final il a gagné du temps sur son dragon par rapport à Rollander qui avait raté son 2 cycles. Mais Roms lui, il a réussi le 3 cycles, donc qui est la strat intermédiaire, mais qui du coup est plus rapide quand même que le 4 cycles. Et donc avec sa meilleure exécution et ses strats plus rapides, il parvient à prendre un 57 minutes 32. Alors là vous allez me dire, oui mais comment ils font pour faire plus ou moins de cycles? On a vu que Échec il faisait 4 cycles, et ça c'est logique, mais comment les autres ils font? Alors il faut savoir que les wings qui sont récupérés au GSI ne servent pas que pendant le GSI, elles servent jusqu'à maintenant. Car quand on fait un 4 cycles, en gros on monte sur Zelda, on va péter un œil, on monte sur Zelda, on va péter un œil, et ça 4 fois. Avec le 3 cycles, on va péter les 3 premiers yeux en faisant exactement ça, sauf que pour aller au 4ème, on va pas attendre de remonter sur Zelda, mais on va directement y aller en utilisant un planeur. Et donc, s'il est bien positionné, qu'on s'est pas raté, on peut monter dessus et directement foncer jusqu'au 4ème œil. C'est un peu le même principe sur le 2 cycles, sauf que pour le coup entre le 4 cycles et le 3 cycles il n'y a pas une grande différence. Pour le 2 cycles la différence est énorme, et le niveau de difficulté est vraiment énorme. Bref, on en est donc à 57 minutes 32 par Roms ABT. Cependant il ne va pas s'arrêter là, car c'est à nouveau le lendemain qu'il bat son record de 1 minute en corrigeant certaines de ses erreurs sur le GSI notamment, ou encore en faisant un first try sur l'activation de l'Arrow Smuggle. Il va passer une nouvelle fois son 3 cycles, et tout ça va donner un temps final de 56 minutes et 29 secondes. Et ce sera ensuite, encore une fois le lendemain, un jour plus tard, que Échec et Dame reviendra à la charge avec un 56-08. Et visiblement, il s'était mis lui aussi à la route Early Wings. Néanmoins, il ne va pas faire le Cog Skip, mais le Cog Skip. Sauf que le Cog Skip, il demande d'activer cette cinématique qui fait perdre une trentaine de secondes, mais après c'est plus simple de passer par les roues. Après ça, la plupart de ces strats seront semblables avec celles de Roms ABT, à l'exception du dragon, car Échec et Dame lui fait un 4 cycles au lieu d'un 3 cycles,
Mais bon, comme le record du monde ne se joue pas forcément là-dessus, mais surtout sur l'exécution et tout, ben ici le 4 cycles ne va pas lui faire perdre trop de temps et ça va lui suffire pour le record du monde. Mais j'ai omis un détail, un gros détail. Parce qu'il y avait un truc particulier sur sa run quand même. En fait, très peu de temps avant, il y a une nouvelle technique pour activer l'Arrow Smuggle qui a été trouvée. Et cette technique, ça ressemble à ça. Donc ouais, c'est super cheaté. Déjà parce que c'est pas dur, donc on n'a pas le risque de se foirer comme avec le like, hein. Il suffit de se mettre dos au mur et de jeter un premier arc qui était équipé, puis d'en équiper et déséquiper un deuxième. Et donc voilà, on pourrait se dire que déjà, ça lui permet de sauver du temps, car il n'a pas à taper ce détour jusqu'au like. Mais en fait, il y a plus que ça. Vous vous souvenez de l'Infinity Height, qui permet de faire des sauts à l'infini en utilisant le bullet time? Eh bien en fait, les runners ont constaté que forcément, s'il n'y avait pas de bullet time, Link ne pouvait pas l'utiliser. Mais par contre, il peut quand même faire des Infinity Heights. Il faut juste aller très vite dans ses manipulations. Et du coup, ça va permettre quelque chose. Comme on peut faire la Raw Smuggle, on peut également faire un Shield Smuggle. C'est exactement le même principe, mais avec un shield. Et ça, ça a une petite propriété bien sympathique. C'est que quand on a par exemple un bomb shield, donc un shield avec une bombe amalgamée dessus, et bien si on réalise un shield smuggle, ça va faire que le jeu va compter qu'on a toujours un shield avec une bombe équipée. Donc ça fait que quand on fait un shield surf, on est projeté en l'air comme ceci, mais ça va pas consommer la bombe. Donc on peut faire littéralement des sauts à l'infini et ça ne produit pas d'explosion. Et du coup, tout ce que je viens de vous expliquer, ça sert à quoi? Ça sert à se positionner très précisément juste ici, à faire un shield surf, à profiter de l'inclinaison de la pente, et du coup Link va partir très vite dans cette direction, et vous pouvez voir que le saut ne part pas très haut mais qu'il est assez linéaire avec beaucoup de vitesse, et après il va ranger son bouclier et il va faire beaucoup d'Infinity Height, et donc ça va donner naissance à un nouveau glitch, l'Arrow Smuggle Fly. Et c'est ça la particularité de la 1.2.0, c'est que ça permet de faire des Arrow Smuggle Fly, chose qui n'était pas possible avant, car l'Arrow Smuggle, à chaque load, il est reset. Mais là, vu qu'on peut l'activer quasiment partout, on peut aussi l'activer pour faire ça. Néanmoins, l'Arrow Smuggle Fly, ça reste plus dur encore une fois que d'apparence, car il faut avoir un très bon rythme, parce que vu qu'on fait des Infinity Heights, Link il va jump, mais au bout d'un moment il retombe, et si on va trop doucement, on prend pas assez de hauteur, car on peut noter qu'il va prendre quelques mètres de hauteur pendant son Ice Fly, mais si on le fait trop rapidement, Link va se mettre à attaquer comme ça dans le vide, et là c'est la mort, et donc le reset assuré. Cette technique est donc assez dure, mais est tellement bénéfique en termes de temps qu'il n'y a pas de question à se poser et il faut se ruer dessus. Et donc Eshek-Edam ne s'en est pas privé pendant sa run, et c'est pour ça qu'il a réussi à sauver un petit peu de temps. Cependant, on peut se dire qu'avec toutes les nouveautés, il y a un petit peu plus que seulement 20 secondes à sauver sur le chronomètre, et c'est pour ça que le prochain record du monde n'a pas trop tardé, puisqu'il est tombé littéralement le même jour. Et vous vous souvenez de Roulander, le joueur américain qui avait un temps de 1h04 il y a ça quelques jours? Eh bien, sachez que lui aussi, il a progressé de son côté, même si c'était plus des records du monde. Et il a fait descendre le timer à 55 minutes et 29 secondes. Qui plus est, sans amiibo. Donc il finit le GSI bien avant Eshek-Edam, avec même un Arrow Smuggle Fly dans Recall, et aussi une tentative d'Ice Fly dans Ultra End, mais là il s'est un petit peu fail. Mais bon, après, lui, il fait sa duplication au puits, donc c'est aussi normal que le timer soit bien en dessous de celui d'Eshek-Edam. Cependant, l'exé de sa run était bien meilleur. Comme on peut le voir, après sa duplication au puits, donc là il avait fait sa duplication, il en était donc au même point que Eshek-Edam, il avait 2 minutes d'avance sur la run de Eshek-Edam. Au final, il va perdre pas mal de temps sur Ganon, parce qu'il n'a pas de potion de dégâts, et il finira sa run avec seulement une trentaine de secondes d'avance. Après, il n'y a pas que ça qui lui a fait perdre du temps, on peut aussi noter un fail, car il a une nouvelle fois tenté le 2 cycles, mais malheureusement ça n'est pas passé. Donc là, après, comme je vous l'ai expliqué, c'est le bordel pour backup. C'est pour ça que dès le lendemain, un nouveau record tombe. Et c'est un nouveau record de Eshek-Edam en 55 minutes 17. Donc il est en retard sur la run de Roulander au début de son combat contre Ganon, mais comme il a les amiibo, son combat sera plus rapide que celui de Roulander, ce qui va lui permettre de sauver un certain temps. Et alors là on peut noter que Eshek s'est trompé dans le compte de ses poissons, c'est-à-dire que au lieu de faire une potion de niveau 3, il a fait une potion de niveau 2, car j'en ai pas parlé, mais en fait les amiibo c'est un système de points, c'est-à-dire que pour faire une potion de dégâts niveau 3, il faut 7 points, et s'il y a moins de 7 points, donc il y a un nombre de points attribué à chaque poisson lame, et bien ça ne fera qu'une potion de niveau 2. Et du coup c'est le cas de Eshek-Edam, juste parce qu'il s'est trompé dans le compte. Du coup il a été un peu plus lent que s'il avait eu une potion de niveau 3 sur Ganon, et en plus de ça, ça lui a obligé à prendre 3 lances au lieu de 2, car la durabilité de ses lances n'aurait même pas suffi. Et la dernière chose notable est qu'il fait un 4 cycles à la fin de sa run, au lieu du 2 cycles raté de Roulander. Et donc c'est censé être plus long que le 2 cycles, mais comme Roulander avait raté son 2 cycles, ça en devient plus rapide. Donc il finit par avoir un petit time save par rapport à Roulander. Néanmoins, il peut sauver pas mal de temps sur son début de game.
Et donc c'est ce qu'il va faire dans la même journée avec un magnifique PB. Donc il passe l'out of bounds bien plus tôt que sur son précédent PB. Donc voilà, il allait beaucoup plus vite sur le GSI. Pour vous situer, il passe l'out of bounds quasiment en même temps que Rollander sur son 55-29. Donc voilà, c'est très costaud. Et ajouter donc déjà à cette avance le fait que ce coup-ci il a une bonne potion, il a bien une potion niveau 3, c'est pas trompé dans les comptes. Donc du coup ça lui permet de sauver encore plus de temps. Donc voilà, cette run est vraiment très très solide. La seule erreur qu'il a fait dans sa run, c'est ses 2 sauts ratés dans Ultra N. Ce sera ensuite au tour de Roms de reprendre le record du monde en 52 minutes 52, avec quelques optimisations dans Ultra End par exemple, notamment où il fait un AS Fly, ou encore avec un dragon en 3 cycles contre un 4 cycles pour celui de Eshek Edam. Et à partir de ce moment-là, on commençait à réaliser qu'on était déjà entré dans ce qui allait être la plus grande rivalité de la 1.2.0. Les deux runners français Eshek Edam et Roms ont peu à peu creusé l'écart avec les autres joueurs, pour ne devenir au final que les 2 seuls prétendants à ce titre de record du monde. Et tout cela a commencé le 12 juillet. Ouais, on peut dire qu'ils ont allumé le record. Et sans revenir en détail sur cette période qui a duré seulement 8 jours pour un total de 7 records, tous exclusivement de Roms ou de Eshek Edam, je vous propose simplement de regarder les progrès qu'ont fait nos runners. Déjà, première chose notable, c'est leur temps sur le GSI. Eshek a gagné 2 minutes rien que sur son GSI, entre son 53-47 et son 50-30. Plus de 2 minutes 30 d'écart avec son 55. On peut constater la même chose avec Roms, qui gagne quasiment 1 minute 30 sur son GSI. Bien sûr, les sum of best ont énormément diminué. Quasiment 3 minutes pour Eshek Edam et la même pour Roms. Bref, avec tout ça, on se rapprochait grandement de cette barrière qui paraissait avant infranchissable, le sub 50. Et quand on sait par exemple que Roms avait presque 30 secondes de retard sur Eshek à la fin de l'army, mais qu'il réussit à revenir en passant son 2 cycles contre Eshek qui lui faisait un dragon toujours en 4 cycles, on se dit que ce n'est qu'une question de temps avant que l'un d'eux n'arrive enfin à atteindre ce but ultime. Qui de Eshek Edam ou de Roms allait passer le premier sous la barre des 50 minutes ? Eh bien la réponse, c'est aucun des deux. En effet, le prochain record a été réalisé par un joueur qui n'avait jusque-là pris aucun record en 1.2. Mais il n'était pas non plus complètement inconnu au bataillon, car il s'agit en fait de Player 5. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ce gars est juste monstrueux. Il a un palmarès incroyable sur Breath of the Wild et TOTK. Mais sur TOTK, la majeure partie de ses records sont en 1.0. C'est pour cela qu'on ne l'avait pas encore vu. Si on regarde des écarts entre cette run et celle de Roms, on peut savoir qu'il compte déjà 15 secondes d'avance sur Roms à la fin du GSI. Avance qui s'amplifiera encore davantage à l'army pour passer à plus de 30 secondes, pour un temps final de 49 minutes et 45 secondes. Avec en plus de ça un magnifique 2 cycles réussi. Cette run paraît donc relativement dure à battre. Cependant, une nouvelle trouvaille vint une nouvelle fois bouleverser la 1.2.0. Bon, pour vous expliquer ça, je vais devoir revenir quelques instants dans le passé. En fait, le joueur The Rollander a découvert cette façon de dupliquer sur un planeur. Là où c'est intéressant, c'est que jusqu'à maintenant, les runners passaient beaucoup de temps au Temple du Temps pour dupliquer leur rubis pour l'armée. Cette duplication permettait donc de pouvoir se diriger vers l'armée tout en dupliquant, évitant donc ce long arrêt au Temple du Temps. Cependant, les runners n'utilisaient pas cette stratégie car elle était en théorie tellement dure qu'il serait impossible d'être régulier dessus pour la passer en run. Sauf un runner, ce joueur Quantico, qui avait la conviction que cette stratégie pourrait être utilisée en run. Et même s'il était le seul joueur à penser ça, il allait prouver à tous qu'il avait raison. Et c'est ce qu'il a fait avec la manière, en s'offrant à son tour son premier record du monde en last test de l'époque. Bon, après c'est pas uniquement grâce à cette duplication qu'il a su se hisser au sommet, mais également grâce à son exécution incroyable. Car lui non plus, c'est pas un inconnu, mais tout simplement le top français en 1.0. Et c'est ainsi que le 23 juillet, 5 heures seulement après le premier sub 50, il descend le record en 49 minutes et 24 secondes. Et un GSI terminé en 32 minutes et 36 secondes. C'est juste aberrant. Pour vous donner une idée, Player 5 sur son 49-45, il finissait le GSI en 34 minutes et 46 secondes.
Bon après ces 2 minutes grappillées ne sont pas non plus représentatives du time save qu'offre le MTD Cancel, car le trajet qui relie le GSI au puits est un petit peu plus long pour Quantico que pour Player 5 parce que vu qu'il duplique c'est un peu chiant de se diriger, il est un peu plus lent et tout. Malgré tout, on peut estimer ce gain de temps à environ 1 minute. Vous commencez probablement à vous en douter, ça veut dire qu'il y a pas mal de time save sur la run de Quantico. Et donc pour tous ceux qui se seraient peut-être dit que Quantico ne devait son record du monde que au MTD Cancel, ce qui on va le dire est déjà une très grosse perf car c'est juste infâme à maîtriser, et bien notre très cher Quantico l'a fait boucler à tout le monde en claquant un temps impressionnant de 48 minutes et 22 secondes. On peut voir sur son live split qu'il a sauvé beaucoup de temps sur la fin de la run, car en effet sur son précédent record il perdait beaucoup de temps sur l'army à cause d'une mauvaise gestion de Ruby. À ce moment-là, pour rivaliser avec Quantico, il allait falloir qu'ils se mettent tous au MTD Cancel, car le gain de temps n'est vraiment pas négligeable. Et c'est exactement ce qu'a fait Player 5, en revenant à la charge 3 jours plus tard, avec la première run finie en moins de 48 minutes. Bon après il n'y a pas grand chose de notable sur sa run, il sauve du temps surtout avec une meilleure exécution que Quantico, et en rajoutant quelques optimisations, comme par exemple un Nice Fly dans Fuse. Et là où les records ne tenaient pas plus de 3-4 jours, car la hype autour de cette version était toujours aussi forte, celui-ci a tenu 20 jours. Alors je sais, comme ça peut donner l'impression que c'est tout petit, mais dites-vous bien que à l'échelle de la 1.2 c'est vraiment énorme, et c'est tout simplement le record qui a tenu le plus longtemps si on exclut le dernier. Mais les records sont faits pour être battus, et c'est un nouveau joueur, Banana Quack, qui est arrivé pour reprendre la couronne. Il a su rajouter quelques petites optimisations, comme par exemple ce cog skip digne d'un BTT ou ce tout nouvel AS-Fly à la fin du GSI. Autre chose notable, c'est que maintenant les runners, au lieu de dupliquer 20 rubis comme on le faisait avant, il a été découvert que à l'army, on pouvait envoyer le gros bocoblin dans le vide comme ceci, au lieu de le tuer au rubis. Et ça permettait également de n'avoir à dupliquer qu'une quinzaine de rubis au lieu de 20. Sauf que dans le même temps, plein de joueurs ont fini eux aussi par apprendre le MTD Cancel, qui était maintenant devenu indispensable pour pouvoir prétendre au record du monde. Et l'entraînement commençait à porter ses fruits. Vous vous souvenez très certainement de Romsabete. Eh bien sachez que 2 jours après le record de Banana, il a PB en 47 minutes et 51 secondes. Donc ce n'était pas le record du monde, mais c'était extrêmement proche. Et vous devez vous en douter, si je vous dis ça, eh bien c'est qu'il a fini par remonter sur la première marche du podium. Le 22 août, Romsabete termine Tears of the Kingdom en 1.2 en 47 minutes et 34 secondes. Ce qui fait que ce record est marquant, c'est qu'il peut être considéré comme le dernier record de la 1.2. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le lendemain, Nintendo a sorti la version 1.2.1 qui patchait la quasi-totalité des glitches utilisés en 1.2. Au final, un dernier joueur, ZSR Roach, a battu ce nouveau record de Roms. Malheureusement pour lui, l'émotion ne devait très certainement pas être la même, car ce record n'aura jamais pu être qualifié de current patch. À l'heure où j'écris cette vidéo, c'est ici que s'arrête le record. Et même si on n'est pas à l'abri que quelqu'un vienne une nouvelle fois prendre le record de la 1.2, cela fait plus de 4 mois que ce patch est presque totalement inactif. Les mécaniques incroyables que la 1.2 apportait, comme par exemple l'AS-Fly qui n'était jusque-là disponible que dans ce patch précisément, ont fini par être également disponibles en 1.0. La 1.2.0 n'apportait donc rien de bien intéressant au niveau du Any%. Il y avait tout de même le GSI Any%, où la version la plus rapide était la 1.2, mais le GSI reste beaucoup moins prestigieux que le Any%. Et de toute façon, Player 5 détient désormais le record avec la version 1.0. Bref, même si aujourd'hui cette version est complètement abandonnée, je n'oublierai jamais les moments et les émotions incroyables qu'elle a pu générer. Et cette version restera toujours ma version de cœur, comme certainement beaucoup de joueurs de TOTK. Sur ce, je ne peux que remercier les speedrunners de nous avoir offert un tel spectacle. Je tiens également à remercier Echec et Dame, Roms, Quantico, Warna et également tous les gens à qui j'ai pu demander des conseils pour faire cette vidéo, qui est certainement la plus grosse vidéo de ma chaîne. Merci également à tous ceux qui s'abonnent et qui me soutiennent, et aussi merci à vous qui avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Bref, un très grand merci à tous, et à bientôt dans de nouvelles vidéos.